je vais vous parler ce soir de Modern Pandas. Donc, je pense que tout le monde connaît Pandas, Pandas, qui est une bibliothèque, une librairie qui permet de faire toute une série d'opérations de data management et de traitement. Donc moi, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Equancy. Je m'occupe d'une équipe qui fait de la data science et du data engineering. C'est pour ça qu'on est amené à travailler pas mal avec Panda. On travaille aussi avec du Spark et des choses comme ça, mais on s'aperçoit quand même que Panda offre quand même beaucoup de possibilités. Et récemment, enfin assez récemment on va dire, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on l'utilise comme ça, enfin, j'ai trouvé assez intéressant de creuser un petit peu l'approche qui a été présentée par Tom, qui a un petit peu documenté l'affaire, mais qui pour l'instant s'occupe un peu d'autre chose. Donc rendons à César ce qui est à César. Et il a décrit effectivement ce qu'il appelle lui une utilisation un peu moderne de Panda par rapport à les utilisations qui avaient été prévues d'origine. Panda, c'est une bibliothèque qui commence à dater et effectivement, on voit qu'elle continue à évoluer. Hein, elle n'est toujours pas en version 1, donc on n'a toujours pas atteint le symbolique. Mais il a défini toute une série de nouvelles pratiques qui évoluent au fur et à mesure des releases de Panda et qui l'amènent à parler d'un Panda un peu plus moderne. Alors il y a des conseils sur l'utilisation un peu plus efficace de Panda et surtout quelque chose que j'ai trouvé assez élégant et je me suis dit tiens ce serait marrant de le faire connaître, une évolution de l'API qui permet de faire de plus en plus de chaînage d'appels de méthodes et qui donne des choses assez élégantes pour écrire des pipelines, hein, des ETL, des pipelines d'ETL avec Panda. Alors après il y a d'autres choses hein, qui évoluent encore chez Panda et qui permettent de parler d'une version un peu moderne de Panda autour de l'indexation, autour de toutes les optimisations qui sont faites. Donc si vous voulez, vous pouvez un petit peu chercher sur ces autres sujets, je ne les détaillerai pas. Je vais surtout parler un petit peu de la partie méthode chaining. Alors, bien évidemment, l'enchaînement de méthodes, c'est des appels successifs de méthodes sur un objet. Hein. En l'occurrence, ça va être un data frame Panda que l'on a lu, par exemple, à partir d'un fichier, créé à partir d'un fichier, et sur lequel on va appliquer une succession d'opérations. C'est un peu la norme des API de data management que l'on voit se développer. Vous avez un peu l'équivalent pour ceux qui font du R avec Deepler. Vous avez aussi exactement la même structure au niveau de Spark, où vous allez avoir cette idée d'appliquer en cascade une série d'opérateurs sur un data frame. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enchaînements de fonctions, hein, comme sur la première ligne. Je vais détailler bien évidemment un peu plus en détail, un peu plus loin ces aspects-là, versus des écritures, je veux dire, plus classiques, où l'on fait des étapes et puis on remplace successivement le data frame par des applications de fonctions ou de méthodes sur ce data frame. Alors, il y a toute une série de méthodes attachées à la classe DataFrame qui ont évolué au fil des versions de l'API, justement pour permettre et faciliter l'utilisation de cet enchaînement d'appels de méthodes. Donc avec des fonctions qui vont permettre, des méthodes qui vont permettre de réaliser toutes les opérations classiques que l'on peut vouloir faire dans un pipeline. Donc bien évidemment, calculer des nouvelles colonnes, en faire tomber certaines, enfin en abandonner certaines, appliquer des fonctions, renommer, etc. Vous voyez qu'il y a toute une série de fonctions. Je ne les ai pas toutes listées, mais c'est clair que ce sont des petites adaptations qui sont faites des fois à la signature de la méthode pour pouvoir permettre une meilleure utilisation de cet enchaînement. Alors, si on regarde un petit peu ce que cela donne en termes d'utilisation, donc bien évidemment, vous ne pouviez pas échapper au Kung Fu Panda, hein, ça c'était évident. Je vais prendre un jeu de données qui alors, est l'équivalent un petit peu des vols aériens américains. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu des exemples de Panda, mais ils prennent toujours l'historique des vols qu'il y a eu aux États-Unis avec des calculs de délai, etc. Nous, on a une version française, c'est celle des prix des carburants. Donc il y a un site où vous pouvez aller consulter le prix des carburants dans toutes les stations de France et de Navarre tous les jours pour les différents carburants. Donc ça a accumulé depuis 2007, donc il y a à peu près 4 millions de lignes par année, donc ça commence à faire un petit dataset sympa quand on veut montrer des choses. Et vous avez un petit extrait ici du dataset. Grosso modo, la première colonne, c'est le numéro de la station. La deuxième, c'est le code postal. Je les ai chargés, je les ai montrés tels qu'ils étaient. Ensuite, vous avez est-ce que la station est rurale ou en agglomération. Vous avez une latitude, une longitude, une date, un type de carburant en codé numérique, un type de carburant codé chaîne, et puis le prix en millième d'euro. Alors, à l'origine, le dataset, il est en XML.
Comme j'utilise pas mal pour des cours autour de Panda, de Python en général pour la data science, j'en ai fait des versions CSV que vous pouvez trouver sur l'URL en dessous. Parce que des fois, bon, des élèves qui démarrent tout de suite sur de la lecture d'un XML un peu compliqué, c'est difficile. Donc vous avez des versions éventuellement CSV si vous voulez jouer avec. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça peut donner des choses comme ça, rien d'exceptionnel en termes d'écriture Panda, écriture Python je veux dire, mais vous avez une présentation du process de traitement qui est relativement élégante, avec bien évidemment en haut la lecture du fichier CSV, d'accord, avec les différents paramètres. Dans ce fichier-là, on utilise un séparateur point virgule, il n'y a pas d'entête. On fait une conversion à la volée sur le code postal pour qu'il soit bien lu avec le 0 non significatif avant. Et puis, on demande à parser la 5e colonne pour lire une date. Ensuite, on fait un petit renommage de colonnes, en utilisant la notation pointée pour faire la cascade de méthodes. Et puis, derrière, on fait un calcul de plusieurs colonnes. Et on utilise donc la méthode assign, et puis on peut déclarer comme ça dans les arguments de la méthode toute une série de calculs en utilisant x, ici dans la lambda, comme étant le data frame lui-même. Donc par exemple, vous vous rappelez, le prix était en millième, donc je vais le diviser par 1000. Les latitudes, elles étaient dans une unité qui ne correspond pas au degré, donc il faut les diviser par 100 000 pour avoir les bonnes valeurs, latitude et longitude. Et puis, bon, alors c'est pas forcément dans l'ordre optimal, mais bon, je drop les deux colonnes que je n'utilise pas, la 2 et la 6, à la fin du traitement. Et donc, ce code, qui est relativement lisible, bien organisé, on peut insérer facilement des commentaires au milieu, etc., ça nous donne un tableau relativement propre et directement exploitable. Alors, si on va un petit peu plus loin, on va pouvoir, par exemple, faire des choses un peu plus sophistiquées et toujours utiliser cette cascade avec à chaque fois, à chaque ligne, une étape qui est relativement lisible et qui correspond un petit peu aux différentes étapes de traitement que l'on veut appliquer à son data frame. Donc là, je suis reparti du data frame que je venais de charger, mais on aurait pu imaginer de partir directement du read CSV et d'avoir l'enchaînement que je vous ai montré juste avant qui se propage. Et derrière, ensuite, on va faire tomber les valeurs manquantes sur la colonne date. Il y en a, donc on va les éliminer parce qu'on voudrait faire un graphique qui nous permet de visualiser l'évolution des prix. Alors là, c'est autour d'une année, mais bien évidemment, on aurait pu fusionner avant les autres data frames, enfin les autres fichiers pour pouvoir avoir tout l'historique. Mais là, je l'ai fait sur une année pour que le graphique soit un peu lisible. On fait un group by par le type de carburant parce qu'on aimerait bien voir les évolutions, bien évidemment, par type de carburant. Sinon, ça ne voudra rien dire que de faire des moyennes sur des carburants différents. On utilise un grouper qui traite les dates, qui permet de les regrouper automatiquement à la semaine. Donc one week, 1W, c'est pour one week. On prend juste la colonne prix, c'est la seule qui nous intéresse. On calcule la moyenne sur cette colonne, alors avec le group by, qui est toujours appliqué à ce stade-là. On unstack, c'est-à-dire qu'on prend la première colonne de l'index du group by, donc ça va être le type de carburant, et donc ça va remonter le type de carburant en colonne, et donc on va avoir une colonne pour chaque type de carburant. On fait un petit rename pour préparer l'affichage un petit peu élégant du graphique, et puis on plotte directement le graphique, et ça nous donne directement, assez simplement, en quelques lignes, un graphique qui nous permet de voir l'évolution semaine par semaine du carburant, des prix des carburants, des différents carburants en France, dans un graphique. Là, j'ai activé Seaborn pour que ce soit un petit peu plus joli que Matplotlib par défaut, mais voilà, après, on peut s'amuser à faire quelque chose de plus élégant. Donc ça, c'est une des utilisations que l'on peut avoir. Et puis après, juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut raffiner les choses à loisir, on peut commencer à utiliser par exemple des indexeurs comme lock, où on va réaliser dans la fonction de sélection des lignes un calcul supplémentaire qui va nous permettre par exemple de ne choisir que les carburants qui sont parmi les 4 carburants les plus fréquents dans les stations-service. D'accord ? Bon, je ne sais pas si vous avez fait un peu de Panda, mais d'habitude, souvent les gens vont faire plutôt 36 étapes avec des sous-tables, voire des choses comme ça. Alors que là, on peut avoir une notation assez fluide dans la même séquence d'opérations. Ici, on calcule effectivement, on fait un comptage des valeurs de type de carburant, et puis on tronque sur les 4 premières valeurs de l'index. Donc on va récupérer la liste des valeurs des carburants qui nous permettent avec un isin de sélectionner uniquement les lignes qui correspondent à ces carburants-là. Et hop, la suite est à peu près identique. On fait le group by,
on calcule la moyenne sur le prix, on déstack, enfin on passe en colonne, et puis on peut éventuellement, vous voyez, assez facilement supprimer certaines étapes du pipeline en mettant en commentaire, ça reste lisible et c'est très facile d'activer et de désactiver. Bien évidemment, vous pouvez insérer un head au milieu, je ne l'ai pas fait, hein, mais pour tronquer par exemple la table et puis voir votre résultat tout de suite, hein, plus ou moins haut dans votre traitement en fonction de la volumétrie. Ça vous permet de choisir où est-ce que vous commencez à regarder vos résultats si vous avez besoin d'analyser et de débugger. On affiche le graphique et là, bien évidemment, le résultat n'est pas fondamentalement différent, mais on a éliminé les carburants un peu particuliers qui sont subventionnés en bas, là, qui sont très peu chers, et ça permet de mieux voir les variations des carburants. Avec, vous voyez, des courbes qui sont très très proches, hein, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Il y a quelques trucs qui changent au niveau du gazole, il n'a pas tout à fait le même pattern que les autres, que les essences, mais grosso modo, on est sur à peu près la même forme. Donc voilà un petit peu ce principe-là. Il y a pas mal d'autres trucs et astuces quand on commence à essayer d'utiliser ça, hein. Et comme je vous le disais, les API évoluent, donc ça, c'est des méthodes, enfin les signatures des méthodes évoluent de manière à favoriser cette utilisation-là, hein, qui est assez propre et assez synthétique. Et c'est, je trouve, une évolution assez intéressante pour une bibliothèque qui commence à être un peu renommée, d'essayer d'arriver à quelque chose d'encore plus efficace dans l'écriture d'un pipeline. Alors on peut poser un certain nombre de questions par rapport à ça, hein, et pas béatement trouver ça bien. Certains d'entre vous connaissent peut-être le keyword in place qui sur certaines méthodes de Panda permet de faire le calcul directement sur le data frame sans générer un nouveau data frame. Donc là vous avez une petite remarque d'un des contributeurs, d'un des committeurs sur la librairie qui dit que attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un keyword in place égale true que il n'y a pas de copie qui soit faite du data frame, et donc il faut éventuellement ne pas croire que le fait d'utiliser un enchaînement de méthodes va être moins efficace systématiquement que l'utilisation d'un in-place. Alors l'in-place, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça applique la méthode sur le data frame et ça renvoie none, donc on ne peut pas faire ce chaînage que je vous ai montré. C'est parce qu'on veut juste transformer le data frame qu'on manipule sans en générer un nouveau à partir de la transformation qu'on a réalisée. On peut aussi éventuellement se poser des questions sur le debugging, parce qu'effectivement, quand on aime ça, on arrive à produire des chaînes assez longues, hein, et puis au final, vous avez un truc qui saute au milieu, vous ne savez pas trop d'où ça vient. Alors, il y a plusieurs approches. Tom présente aussi quelques décorateurs qu'il a conçus pour aider à débugger, hein, qui permettent de faire de la log au niveau de la chaîne de méthodes, et donc de voir un petit peu ce qui se passe mieux. Et puis, il a aussi commencé un nouveau module qui s'appelle En Garde et qui permet aussi, avec des décorateurs, de faire toute une série de checks sur le data frame. Donc, ça permet de vérifier, un peu comme des asserts, hein, appliquer à un data frame, que tout marche bien. Et puis après, je crois que le point positif, c'est éventuellement la lisibilité, qui est relativement préservée, voire améliorée par rapport à une succession df1 égale, df2 égale, df3 égale, qui des fois sont un peu lourds à lire après coup. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter sur cette nouvelle façon d'écrire en Panda. Donc, il n'est pas encore up, j'ai juste fait la réservation de domaine. Je vais démarrer un site qui s'appellera modernpandas.io, sur lequel je vais essayer de compiler un petit peu tous les usages qui sont faits, parce que le fait que vous n'ayez pas de nom de variable df pour écrire des choses certaines fois est un petit peu déroutant. Et donc, il faut trouver des trucs et astuces pour arriver à écrire la chaîne sans avoir justement à faire une affectation au milieu de la chaîne. Et donc, je pense qu'il y a toute une série de boilerplates de code qui sont intéressantes à récupérer et que je mettrai sur ce site. Voilà, merci. Des questions ? Rapidement, tu penses peut-être quand est-ce que tu penses que ce sera en ligne sur modernpandas.io? Je pense dans la semaine, en fait. J'avais prévu d'être prêt pour ce soir, mais bon, c'est quelqu'un a piqué le post-it sur le tableau et donc j'ai pas vu qu'il y avait ça à faire. Non, je pense que ce sera cette semaine. J'ai déjà pas mal d'exemples. Tom en a mis aussi, lui, en ligne. Donc,
assez rapidement, on va pouvoir, j'espère, d'ici la fin de janvier, que ce sera actif. Et puis après, il faudra l'alimenter. Si vous avez des bons exemples, il faudra aussi pas hésiter à les contribuer. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que, en regardant les exemples, ça ressemble quand même beaucoup à du SQL? SQL, c'est dans Spark notamment, c'est vraiment intégré assez profondément. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il vaudrait pas mieux écrire du SQL un peu plus lisible que ça finalement? C'est une bonne remarque, surtout qu'il est possible de passer des expressions qui sont proches du SQL sur des... j'en ai parlé entre autres, un des trucs... sur Query, on peut faire des choses un petit peu proches, où on arrive à éliminer beaucoup des appels de méthodes. Oui, je suis d'accord. Après, là, il s'agit de continuer à utiliser Panda et de rester dans l'environnement Panda en utilisant les méthodes qui sont attachées au data frame. Donc, je ne sais pas si tu as fait un petit peu de PySpark. Voilà, il y a toujours le côté, soit je fais une string, je passe une string qui est juste une requête SQL, soit éventuellement je continue aussi à utiliser les fonctions qu'il y a dans Spark, et donc je vais utiliser du filter, je vais utiliser du with column, etc. Et on va avoir soit à choisir entre guillemets entre une notation fonctionnelle ou soit une notation qui va être effectivement plus proche du SQL. En termes de lisibilité, c'est sûr que le SQL a un avantage. Après, on peut tout à fait exprimer des choses relativement complexes avec la notation fonctionnelle. Je pense que c'est un peu une affaire de goût en termes d'écriture. Mais c'est clair qu'en lisibilité, SQL a cet avantage-là. Ouais. Je suis d'accord. Autre question? Pardon, je te voyais pas. Alors, une petite question probablement de noob, mais tu parlais du in-place. Ouais. On est sûr de récupérer une copie du data frame si jamais on n'est pas in-place, parce que j'ai l'impression qu'il y a des vues de temps en temps qui du coup sont pas forcément modifiables sans modifier... Normalement, ouais, c'est une copie. Ouais. Ok. Enfin, peut-être que tu as des exemples où c'est pas une copie, mais je me suis retrouvé avec des exceptions au milieu qui m'ont fait dire que c'était peut-être pas une copie, mais du coup, normalement, c'est c'est une copie. Info là-dessus. Et est-ce que dans la notation, tu as une manière de, quand tu as des groupes by qui font quelque chose sur l'agrégat, et puis derrière dézooment, est-ce que tu as une manière, sans pour autant faire le truc à la main, d'indenter ou d'avoir quelque chose qui permet de visualiser que le bloc ne se situe pas au même niveau? Alors là, bon, ça va dépendre aussi un petit peu de l'outil. Des fois, on est obligé de rajouter des parenthèses qui ne sont pas forcément nécessaires pour aider l'indentation par l'éditeur que tu utilises. Enfin bon, exactement, pour éviter les anti-slash et ce genre de choses. Sur du group by avec du sous-élément, un petit peu comme ici, là, on aurait pu faire ça aussi, là-dedans. Non, j'ai pas eu ce cas-là. Parce que tu vois, ton groupe by, alors je sais pas quelle est la connotation correcte, mais peut-être que la partie prix et mine pourrait être un cran sur la droite, mais du coup en fait c'est complètement manuel, c'est pas un truc qui peut être inventé. Donc il n'y a pas des tricks avec des parenthèses ou je ne sais quoi qui ferait Non, que... je pense pas. Non. Okay. J'en ai jamais vu en tout cas. C'est sûr que ça flattonne un peu le truc. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci.